Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay. Alors, cette semaine, on reçoit M. Jean Lortie, qui est secrétaire général de la CSN, qui est de passage dans la région. Alors, bienvenue, M. Lortie. Merci. Alors, comme c'est notre habitude, M. Lortie va prendre la parole et puis ce sera aux gens présents à poser des questions. D'abord, je suis très honoré d'être reçu par le Cercle de presse du Saguenay, Lac-Saint-Jean. Je vous dirais d'abord, en introduction à mon propos, je suis dans la région grâce au congrès des syndicats de la CSN qui sont à Roberval pour la semaine et je viens faire quelques présentations notamment sur des enjeux locaux et régionaux. Je vous dirais d'abord que quand on regarde actuellement, je vais y aller dans une analyse de la conjoncture, l'économie planétaire, disons, qui est assez morose. Hein. On voit la Chine, une économie qui pompait des ressources naturelles qui est en panne, et même pire. On regarde ce qui se passe aux États-Unis avec la candidature de Donald Trump, qui est un protectionniste avéré, qui peut provoquer plusieurs inquiétudes pour nous là, au Canada, notamment dans les régions ressources d'extraction ou de transformation de nos ressources. On regarde l'économie canadienne, où il y a véritablement, depuis le mois d'octobre dernier, une nouvelle donne à Ottawa qui vise à faire en sorte que l'État fédéral réinvestisse dans l'économie canadienne et qui est fait en sorte, grâce à des déficits publics pour plusieurs années, de stimuler ou tenter de stimuler la croissance économique du pays. Et par contre, on arrive à Québec et au Québec, l'austérité est à l'ordre du jour. Et au contraire, l'économie québécoise, qu'on nous avait promis des centaines de milliers d'emplois, elle stationne, elle est plutôt en panne, à tel point que véritablement, le Québec est en manque d'une stratégie industrielle et de l'emploi qui ferait en sorte que, notamment, dans les régions, je suis arrivé hier et à tous les gens à qui je parle, que ce soit dans les restaurants, les bars ou les taxis, les gens me disent il n'y a pas de projet majeur dans la région. Alors, comment voulons-nous attirer ou retenir la population, la main-d'œuvre, jeune, formée, éduquée? On a une université dans la région, ici à Chicoutimi. On a des cégeps, on en a 4. On a quand même des centres de formation importants, des commissions scolaires. Donc, la région a ce qu'il faut pour avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et pourtant, le Québec est en panne de projets majeurs. Les grandes entreprises qui sont le fleuron de l'industrie québécoise se font acheter ou plutôt encaissent des dividendes, gardent leur trésorerie bien garnie, mais n'investissent peu ou pas. Pourtant, les taux d'intérêt sont très bas, ce qui favorise l'emprunt pour des investissements majeurs sur la longue portée. Et l'économie québécoise, donc, fait en sorte de faire du surplace. Et nous, on a interpellé le premier ministre lors de la rencontre annuelle des grandes organisations syndicales avec le premier ministre dans le cadre du 1er mai pour véritablement que le Québec se donne une stratégie de l'emploi vigoureuse pour faire en sorte qu'on décolle plutôt que d'avoir cette morosité ambiante-là. Dans la région du Saguenay, que je connais bien, puisque dans mon passé, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait la bataille sur Nutrinor, la transformation, le lait, le maintien en région des industries laitières, la bataille au Lac-Saint-Jean à Chambord, l'usine qui a été fermée par Lactel, le désastre Lactel dans toutes les régions du Québec, ce qui fait en sorte qu'on devient de plus en plus des régions d'extraction ou de production de base et on transforme ailleurs et les produits finis reviennent à la région, ce qui est coûteux en termes d'infrastructure, en termes d'effet de gaz de serre, mais aussi en termes d'emplois qui quittent la région. Alors, tous ces facteurs-là nous amènent à réfléchir et à la CSN, depuis quelques semaines, nous sommes à travers nos 13 régions, nos 13 conseils centraux tiennent leur congrès. Le maître mot, c'est il faut reconstruire des structures régionales de coordination des acteurs socio-économiques. On a assisté depuis quelque temps à un démantèlement, donc il n'existe plus ce forum, sinon les conseils régionaux des partenaires du marché du travail. C'est à peu près le dernier forum qui existe, mais bien ancré sur la question du développement de la main-d'œuvre actuelle ou future. Mais autrement, on a perdu ce forum socio-économique régional. Le Saguenay et Lac-Saint-Jean en auraient bien besoin, avec tous les acteurs socio-économiques, tous les gestionnaires des entreprises, les institutions d'enseignement, de santé, de services sociaux, d'autant plus que les coupures importantes qu'on a subies au Québec dans les budgets de la santé et de l'éducation ont un impact particulièrement dans les régions du Québec. Tout ça nous amène à dire qu'il faut, reconstruire ces structures de coordination régionale-là, se doter d'une vigoureuse politique de l'emploi et de développement manufacturier au Québec. On a perdu, je vous rappelle, 160 000 emplois au Québec depuis 10 ans dans le secteur manufacturier à cause d'un dollar trop fort, à cause d'un désinvestissement ou d'un désintérêt de l'État. On faisait de l'extraction des ressources naturelles, on les exportait et c'était payant. Ça ne l'est plus.
l'empereur, disons, est plutôt nu ces jours-ci, bien, il faut revoir notre stratégie pour les 10 prochaines années dans une économie beaucoup plus verte, bien entendu, et faire en sorte que dans la région, notamment, on mise sur les atouts que nous avons. Alors, je terminerai mon propos en disant également que je suis membre de la Commission des partenaires du marché du travail, le conseil d'administration, et pour la première fois depuis 2014, on vient de constater cette année avec les statistiques qu'au Québec, la population de 15-64 est en déclin. Alors ça, c'est une première historique depuis la fondation de la Nouvelle-France, si vous me permettez l'expression. Depuis 1900, depuis que les statistiques sont faites, jamais la population des 15-64 ans est en déclin. Elle l'est maintenant, depuis 2014. Ça pose un défi colossal à l'ensemble des acteurs socio-économiques. Qui va travailler? Bien, ça va être les gens plus que 64 ans. Et comment allons-nous attirer et retenir une main-d'œuvre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, c'est le débat que les acteurs socio-économiques auront à poser dans les prochaines années si on veut que cette région-là poursuive son développement. Puis je rappelle en terminant une anecdote. Dans les années 85, il y avait des vols, il y avait 3 compagnies aériennes qui desservaient le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Air Canada, Canadien et Québécois. Vous aviez Air Alma qui desservait Roberval, Alma tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Moi, j'ai pris des vols Alma, Roberval, Montréal, dans des petits avions, très petits avions au-dessus du lac. Bon, ça, c'était une péripétie en soi, mais la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean était bien desservie par les compagnies aériennes. C'est un véritable désastre. Hier, mon vol a été annulé et j'ai pris un vol à 2 heures. Alors, comment voulez-vous qu'une région qui n'a pas d'accès à un transport aérien de qualité puisse se développer? Bien, ça pose aussi ce défi-là à travers l'ensemble de mon propos sur une politique de développement économique. Bien, voilà, M. Villeneuve. Bien, merci, M. Lortie. Alors, comme c'est le cas habituellement, on va passer dans la période de questions et on va ouvrir avec la traditionnelle question, la première traditionnelle question de M. Bertrand Tremblay, fondateur du Cercle. Mais comment refaire nos structures? Comment refaire c'est vrai que c'est maintenant, sur le plan des équipements, un monceau de ruines, la région. Depuis quelques années, là, on voit ça. Là. Vous venez de parler du transport aérien. C'est extrêmement important, les relations avec les grands centres, à des prix raisonnables. Les hommes d'affaires se plaignent. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pour que notre structure éclate comme ça, puis que c'est seulement que les grands centres, maintenant, les régions sont dépourvues. À quoi attribuer ça et comment refaire? Parce que sur le plan politique, on a pourtant on est une région exceptionnelle avec les leaders politiques provinciaux, enfin nationaux, si on parle du Québec, là. On a le premier ministre, on a le chef de l'opposition, on a le... Bref, on a le leadership politique, mais est-ce que ça n'appartient pas justement au leadership politique de voir à reformer ces structures qui nous manquent à l'heure actuelle? Bien, je dirais que cohésion. Les régions au Québec ne parlent pas assez fort. Je dirais que depuis plusieurs années, c'est lié en même temps au désinvestissement des États fédéraux et provinciaux dans le transport au Québec. On regarde la Gaspésie, il n'y a plus de liens ferroviaires, il n'y a plus d'autobus en région, en Gaspésie. Il n'y a que quelques vols d'Air Canada et vraiment, il faut les trouver, puis ils sont toujours complets, parce qu'ils viennent des îles de la Madeleine pratiquement. Alors donc, quand on a des vols... Donc, l'État fédéral avait l'obligation, parce que le Canada et le Québec sont des territoires immenses, avaient subventionner le transport pour faire en sorte que les régions puissent se développer. Et c'était une politique efficace, intelligente, ce qui a été arrêté dans les années 90-2000 pour la lutte au déficit budgétaire. Bien, là, maintenant, on paye le prix de ce désinvestissement-là dans les infrastructures et dans l'accès ferroviaire, routier ou par avion. Et pourtant, on subventionne énormément au Canada les télécommunications. On subventionne encore le Via Rail, les chemins de fer nationaux. Pourtant, on a mis fin à toutes les subventions qui étaient liées au transport aérien pour assurer que les régions soient bien desservies et qu'ils puissent avoir accès rapidement. On puisse, dans une même journée, venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour travailler, faire des activités. Bien, il faut que l'État fédéral reprenne cette initiative-là et le Québec. Mais les régions, d'abord, n'ont plus de structure régionale pour parler d'une seule voix. Les régions doivent parler très fort maintenant et de plus en plus fort parce qu'elles sont
à la croisée des chemins. C'est maintenant, pour les 10 prochaines années, où il va être trop tard dans 10 ans, nos jeunes auront quitté totalement la région et ça va être, vous le dites, un monceau de ruines. Bien, on est à une zone cruciale. Les États doivent réinvestir, le transport notamment. Merci. Prochaine question, Mme Bergeron, Rouge FM. Vous êtes un officier syndical, vous représentez un important syndicat. Le fait qu'il y ait de des difficultés à se trouver un emploi actuellement au Québec, vous l'avez dit, hein, l'austérité qui fait mal là, au marché de l'emploi, est-ce que ça fait en sorte que les gens acceptent davantage des conditions précaires depuis quelques années? Absolument, absolument. On le voit. D'abord, curieusement, il y a quelques années, quand la CSN a entrepris la campagne de syndicalisation des couche-tard, on a découvert que ce n'était pas des jeunes étudiants qui travaillaient chez couche-tard. C'était monsieur, madame, tout le monde qui, 20, 30 ou 40 heures par semaine, travaillait chez couche-tard pour gagner leur vie parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Et beaucoup de décrochage scolaire, des jeunes garçons, notamment au Québec. Vous savez que c'est une catastrophe nationale. Les jeunes hommes, à 40 quelques %, n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires. Souvent, ils reviennent à l'école beaucoup plus tard, mais quand ils ont 16, 17 ans, littéralement, ils décrochent. Alors, on a découvert que depuis plusieurs années, les gens acceptent des concessions majeures parce qu'évidemment, globalisation, mondialisation fait que vous concurrenciez non plus la Chine, non plus le Mexique, mais vous êtes rendu sur le Laos, sur le Vietnam, et bientôt, ça va être l'Afrique subsaharienne. Donc, au Québec, plus d'industrie textile. Elle est disparue complètement. Tous ces emplois-là, bien, les gens ont accepté des conditions au salaire minimum, d'où le débat actuellement au Québec d'une hausse du salaire minimum, parce que de plus en plus de gens sont dans des situations de précarité. Les bons emplois qu'on voyait dans les années 80 à l'Alcan, chez Abitibi-Price, à travers la région ici, bien, ont disparu ou sont de moins en moins accessibles. Donc, les gens vont travailler à 20 heures chez Loblaws, chez Provigo, à 10, 12 $ de l'heure, 20, 25 heures par semaine. C'est un impasse, véritablement, et on le constate, nous, au quotidien. Mais est-ce qu'on n'assiste pas actuellement à un désintérêt total? Le discours est à dire actuellement, l'avenir est aux entrepreneurs, l'avenir est aux gens qui travaillent de façon autonome. On a les nouvelles technologies là, comme Uber qui font en sorte que les jeunes se désintéressent du syndicalisme. Est-ce que c'est un constat que vous pouvez faire actuellement? M. Villeneuve, je nuancerai votre propos. Sur la question du syndicalisme, ce qu'on découvre actuellement dans nos milieux de travail à travers le Québec, à la CSN, il y a une révolution démographique. Des jeunes, les milléniums qu'on les appelle, ceux qui sont devenus adultes en l'an 2000, ils arrivent avec leurs repères, qui ne sont pas du tout les miens et les vôtres. Probablement qu'on a le même âge, mais on ne se le dira pas publiquement. Oui, c'est ce que je pensais, US. Alors, donc, je vous dirais que les gens, maintenant, quand on regarde dans le milieu de travail, il y a une appropriation. Mais ce n'est pas les mêmes valeurs au travail que moi, j'ai connues dans ma génération. Les gens, maintenant, c'est travail, oui, mais pas le cœur de ma vie. Le travail est partie de ma vie et la loyauté n'existe plus face à une entreprise. Je veux vivre une expérience de travail, je veux vivre quelque chose de bien, je veux bien gagner ma vie, mais si ça ne fait pas, j'irai ailleurs et je deviens une matière rare parce qu'il y en a de moins en moins de jeunes. Par contre, ce qu'on constate, et notamment dans les régions, c'est le désarroi. N'ayant pas d'accès à des emplois, les jeunes quittent la région pour aller dans les grands centres, Québec, Montréal, Sherbrooke, et leurs parents suivent. Et ça, c'est nouveau comme phénomène. Les parents se rapprochent parce que les petits-enfants, etc., les soins de santé, bien évidemment, vous allez avoir intérêt de rester proche de Montréal si vous avez des problèmes de cœur, l'Institut de cardiologie. Les soins sont de meilleure qualité dans les grands centres parce qu'évidemment, les investissements se font là par les gouvernements et ça se fait à dessein. Donc, les parents vont commencer à suivre les jeunes et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'on présumait que les parents resteraient dans la région, supporteraient l'économie régionale, mais non, c'est un autre phénomène. Le défi qu'on a comme mouvement syndical, comme organisation syndicale, c'est de capter cet intérêt de ces jeunes-là pour l'action collective. Vous l'avez bien dit, on veut tous en faire des entrepreneurs, mais on ne peut pas tous être entrepreneurs. Dans 3000 élèves d'une polyvalente à Chicoutimi, on ne sont pas tous des entrepreneurs. Il y en a qui vont être dans le salariat, il y en a qui vont devenir des employés, il y en a qui vont s'en aller dans le secteur professionnel. On a beaucoup dénigré, hein, les métiers au Québec. C'est une catastrophe. Les soudeurs, les électromécaniciens, on a un certain nombre de difficultés dans plusieurs régions d'en trouver parce que c'était pour beaucoup de parents un impasse. Les parents préféraient que le jeune aille au cégep plutôt que faire un métier. Et pourtant, ça, c'est ces métiers-là qui développent une économie manufacturière notamment. Donc, comment capter cette loyauté-là de ces gens-là vers l'action collective? C'est pas acquis. Je vous dirais qu'on fait le débat actuellement. Et un des drames du Québec, malgré notre plaque minéralogique qui dit que je me souviens, on ne se rappelle pas d'où on vient il y a 40 ans. Moi, je suis de la génération, encore une fois, je trahis mon âge, mais je suis de la génération où l'assurance hospitalisation et l'assurance maladie est arrivée au Québec. Et on a vu le saut qualitatif, tellement que les tables actuarielles, maintenant, on ne peut plus prendre les tables américaines, on prend des tables canadiennes parce que l'espérance de vie au Canada est tellement différente.
de celle des Américains, qu'on est un peuple en santé, relativement bien éduqué, et dans une société quand même assez apaisée au Québec. Et c'est des atouts colossaux, ça. Et on ne le mesure pas. Les gouvernements ont perdu cette initiative de provoquer, pas nécessairement de prendre la place de l'entreprise privée, mais de provoquer certainement un engouement pour le développement de l'industrie manufacturière, un engouement pour les services publics, parce que ce n'est pas des dépenses, c'est de l'investissement. Nous disions, l'automne dernier, investir dans Bombardier 1 milliard, fort bien, sur 20 ans, mais si on investit le même milliard dans l'éducation, dans 20 ans, on a le même dividende, on a des jeunes bien diplômés qui ont des emplois de qualité. Alors, mais on considère au Québec l'investissement en éducation comme une dépense. Donc, il y a un débat. Je pense qu'on a fait l'impasse sur l'austérité. Les gens mesurent bien qu'il y a d'autres choses qu'on doit trouver. Merci. Prochaine question. M. Normand Boivin du quotidien Progrès Dimanche. Ouais. Le paradoxe qui est difficile à expliquer, justement, puis vous l'avez un petit peu abordé aussi dans l'analyse, c'est que, bon, on dit d'un côté, on a une pression qui est énorme pour les conditions de travail. On a vraiment l'impression qu'on ne s'en sortira pas, que c'est en train d'envahir les gros employeurs comme l'Alcan, qui ont un discours assez misérabiliste, là, qui fait en sorte que c'est quasiment aux travailleurs de sauver la compagnie, c'est quasiment à la région de sauver la compagnie. On parle par exemple, des projets de développement industriel. On a l'expansion des lacs de boue. Bon, ben, l'Alcan dit, écoutez, c'est évident, c'est une usine de 1000 personnes. L'usine de bauxite, c'est 1000 personnes. Les emplois sont dans la balance. Puis d'un autre côté, on se dit, ben les jeunes sont de plus en plus difficiles quand ils abordent le marché du travail parce que ils sont plus axés vers la qualité de vie, vers le travail-famille. Il va y avoir un choc à un moment donné, là, parce que il y a encore des emplois de qualité, oui, mais on a l'impression que c'est en train de se ratatiner. Puis d'un autre côté, les jeunes sont de plus en plus exigeants. Où qu'est-ce qui va se passer quand la rencontre va se faire? Bien, le choc va être frontal. Je vous dirais qu'en termes de conception, le travail au centre de la vie, il faut faire une croix. C'est les valeurs de la génération des sacrifices. Mes parents, les boomers, ma génération, les X, le travail était le cœur de la vie et c'était par là que la promotion sociale et personnelle se faisait. Ce n'est plus le cas. C'est plus par le travail que ça se fait. Donc ça, il faut en prendre acte comme société. Ça, il faut véritablement. Il faut que les entreprises prennent acte que les salariés les embauchent. Non seulement ils doivent faire des entrevues d'entrée, mais aussi faire des entrevues de sortie. Pourquoi vous quittez? Et souvent, c'est pas fait. Parce qu'ils se quittent, on pensait toujours qu'il y en a 10 qui vont le remplacer. Ce n'est plus le cas. Et quand vous perdez un électromécanicien ou un soudeur et vous êtes en Beauce, bien, vous pleurez, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il en manque 40 dans la région, ou 30 ou 20. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose, que vous n'avez pas été capable de retenir cette main-d'œuvre-là. Donc, il y a un rapport de force inné pour cette génération-là qui émerge là, dans les milieux de travail, d'avoir cette capacité de dire « je suis rare, je suis compétent, quelles seront mes conditions ». Bon, ça, c'est un choc frontal culturel. Je n'ai pas la réponse comment on va complètement absorber ça, mais disons qu'on vit dans cet environnement-là. La question des entreprises qui mettent en concurrence leurs usines à travers le monde, Rio Tinto, Alcan le fait, tout le monde le fait. Olimel le fait au Québec. Toutes les compagnies mettent il y a des limites. Parce qu'évidemment, on peut tout envoyer au Laos, on peut tout envoyer au Cambodge. Mais le problème, c'est les sociétés qui sont en difficulté, d'abord d'instabilité politique, des sociétés qui ont des problèmes d'éducation, de soins de santé importants. Rapidement, on fait l'impasse. On peut, pendant quelques années, exploiter cette main-d'œuvre-là, mais rapidement, on s'aperçoit que, finalement, si on veut un produit de qualité, si on veut un produit avec une valeur ajoutée importante, avec une main-d'œuvre compétente, bien, on revient à des sociétés beaucoup plus éduquées en santé. Et ça, c'est un des atouts du Québec et du Canada. On est une population en santé bien éduquée par rapport à ce qu'on regarde seulement aux États-Unis. Et encore une fois, au Canada, au Québec, on a encore une classe moyenne qui fait en sorte que les chances de promotion sociale existent encore, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque l'accès à l'éducation supérieure est à peu près interdit aux gens qui n'ont pas de moyens de payer des frais de scolarité de 15-20 000 par année. Donc, on a encore cette chance-là inouïe au Québec et au Canada, ce qui fait qu'on réussit encore à tirer notre épingle du jeu, et ça va être l'avenir pour l'industrialisation. Mais on vit peut-être ce que le Japon a vécu, c'est-à-dire qu'on est une société mature en termes de développement. Et puis le Japon a connu une décroissance, je pense que c'est de 120 millions à 90 millions. Est-ce qu'il ne faudra pas, dans le fond, faire avec pour, je ne sais pas, pour combien de générations?
bonne question. Alors, bien, évidemment, la réponse facile, c'est ouvrons les portes à l'immigration. Alors, ça peut être une réponse, mais ça a tous les problèmes d'intégration. Donc, est-ce qu'on se donne des bonnes politiques d'intégration? On le voit, il y a un grand débat au Québec. Est-ce que 30, 40, 50 000 immigrants par année, c'est trop, c'est pas assez? Bon, le problème, c'est pas le nombre, c'est quand ces gens-là arrivent, sont-ils bien intégrés pour répondre à ce choc démographique. Le Japon, c'est une catastrophe, à tel point qu'on en parle ces jours-ci, on va investir chez les femmes japonaises pour qu'elles prennent la relève, parce que le choc démographique est tel qu'il n'y a plus de main-d'œuvre, une société très vieillissante qui n'a pas investi. Et là, qui se rappelle aujourd'hui que ça fait 20 ans qu'ils sont en stagflation. Et pas de croissance économique, endettement. Et là, on dit, et nos femmes japonaises, pourquoi ça ne serait pas elles le moteur de l'économie des prochaines années? Alors, il y a un débat important dans cette société-là. On n'est pas là, heureusement, au Québec. Je vous dirais que ça va être plus autour des années 2030-35 qu'on va vivre, probablement, si on n'a pas posé des mesures. Mais on a mis sur pied un régime québécois d'assurance parentale. On a mis sur pied des services éducatifs à l'enfance. Ça a donné des résultats extraordinaires depuis les années 2000. On a vu une croissance démographique importante au Québec. Le prix à payer, c'est que, comme société, on a mis sur pied des services publics à l'éducation à l'enfance et on voit ce qui se passe actuellement, on démantèle ça. Mais ça, c'est un investissement pour les 30 prochaines années, avoir plus de bébés au Québec, qui fait en sorte qu'ils sont pris en charge rapidement dans les réseaux d'éducation jusqu'à l'université ou au travail. Eh bien, on investit pour éviter ce choc démographique-là qu'on vivrait si on ne prend pas garde. Et malheureusement, il va falloir regarder toute la question du travail. Il y a des gens qui vont devoir travailler plus longtemps que prévu. La retraite Liberté 55, ça n'existe à peu près plus. C'est pas possible. En termes des régimes de retraite, de toute façon, on ne peut à peu près pas supporter ça. Et on voit de plus en plus de personnes âgées retourner au travail parce que leur régime de retraite ne leur permet pas un revenu décent. Il y a multiples solutions, mais on a peu de temps à prendre les bonnes mesures. Moi, je voudrais que l'accès à l'éducation, les soins de santé, les services éducatifs à l'enfance sont parmi des recettes gagnantes que des sociétés n'ont pas faites, que nous, on peut faire au Québec. Merci. Prochaine question, Mme Bergeron de Rouge FM. Sera suivie de Normand Boivin. D'entrée de jeu, vous avez parlé d'austérité. Qu'est-ce que le gouvernement Couillard pourrait faire? Est-ce qu'il est trop tard ou en 2 ans de mandat, là, est-ce qu'il pourrait relancer l'économie selon vous? Et si oui, de quelle façon concrète? Bien, il faut que le gouvernement Couillard se sorte de son carcan idéologique ou de l'obsession du déficit. Ce qu'il a fait pendant les 2 premières années en promettant quand même 200 quelques mille emplois au Québec, qui ne s'est pas réalisé. Au contraire, ça a provoqué un ralentissement économique, ça a provoqué même une morosité économique au Québec. Je pense qu'ils en sont conscients que ça ne va pas bien dans l'économie québécoise et leur bilan va être assez calamiteux aux prochaines élections au niveau de l'emploi. Et ils avaient donc promis... Donc, la lutte à l'austérité, il faut qu'ils sortent de cette ornière libérale, néolibérale, qui dit que l'État n'a pas d'affaires dans l'économie. Tant qu'ils seront sur cette même matrice idéologique, on ne s'en sortira pas au Québec. Le jour où le gouvernement va dire effectivement, il faut que l'État soit un accompagnateur, un investisseur, un partenaire, par exemple avec les pâtes et papiers, avec les industries, en disant nous serons partenaires avec vous pour des projets de longue durée, des projets risqués, hein, c'est souvent le risque. On voit le train régional à Montréal, le train léger. L'État québécois doit reprendre un rôle d'initiateur en termes de sortir de cette morosité-là. Alors, il faut que ce gouvernement-là se sorte de ce dogme et comprenne que les 2 ans qui lui restent, s'il n'est pas trop tard, reprennent l'initiative de créer de l'emploi, créer des initiatives de forums sur l'emploi, sur la politique manufacturière, le développement du naval au Québec. On a un chantier à Davie qui peinent à avoir des contrats, et pourtant, vous avez 1200 ouvriers hautement qualifiés. Si on les perd, c'est une catastrophe. Il ne nous reste plus rien au Québec en termes de naval. C'est Vancouver et Halifax qui ont déjà des problèmes importants. Et nous, on travaille très fort avec nos travailleurs de la Davie. C'est incroyable les effets multiplicateurs qu'un chantier comme cela a dans l'économie régionale de Lévis-Québec. Et pourtant, on assiste, on se traîne les pieds. Et c'est ça qu'il faut sortir. Si on peut le faire d'ici les 2 prochaines années, on va saluer ça, bien sûr, et ça va peut-être aider à relancer l'emploi au Québec. Merci. Prochaine question, M. Normand Boivin, sera suivi de M. Bertrand Tremblay. Pour en revenir au développement, on a l'impression que, bon, c'est sûr que la société est en train de changer, il y a des valeurs qui changent, on parle par exemple de l'écologie, mais des fois on a l'impression que ça se bouscule puis ça tire un petit peu partout. Par exemple, ici, on a des difficultés avec l'industrie forestière, puis l'industrie forestière, en bonne partie, c'est à cause justement des normes, par exemple des normes FSC, des normes qui ont été données, puis qui torpillent en fin de compte les efforts de la compagnie pour se restructurer parce que dans les critères FSC, par exemple, il y a
il y a des facteurs qui sont indépendants de la volonté de la compagnie, comme par exemple les négociations, l'accord libre des Autochtones. On a vu que dans certaines communautés, par exemple, pour donner leur plein accord, demandent de l'argent. Ils disent, bon, ben si tu veux que notre communauté dise oui à ton projet de couper la forêt ici, tu me donnes 50 000 $. Puis c'est rendu comme ça. Puis on ne sent pas beaucoup de support de la part du reste du Québec dans les régions parce qu'on a l'impression que, par exemple, dans des places comme Montréal, l'écologie, c'est bien important parce qu'ils vivent dans le béton, puis ils vivent dans le bitume. Puis pour eux autres, c'est important que le Québec soit écologique, mais ils sont un petit peu insensibles aussi à ce qui se passe dans les régions. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans une organisation, par exemple, comme la CSN, qui a des valeurs comme ça, écologiques, oui, mais qui a aussi des travailleurs de la forêt, qui essayent de concilier les valeurs de tout le monde pour aussi donner une chance à l'industrie. Peut-être que les valeurs écologiques, il va falloir les implanter, mais de façon plus progressive. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Bien, on travaille très fort à réconcilier ce qui peut être réconciliable. C'est-à-dire que, puis le président de la CSN a été très clair dans le débat avec Greenpeace l'année passée, c'est pas irréconciliable une politique de développement de la forêt québécoise et de la transformation des produits de la forêt avec une préoccupation de planification sur la longue durée. Ce n'est pas du tout irréconciliable, bien au contraire. Je vous dirais que ce qui fait que si on peut régénérer la forêt québécoise, lui permettre non seulement de la transformer en région, moi je crois qu'il faut la transformer, la surtransformer, les produits forestiers, ça doit se faire dans un souci de planification et de longue durée. Je pense que ça, maintenant, les gens sont conscients. Bon, je le disais au départ dans mon propos, les régions sont de plus en plus muettes au Québec. On n'entend que les grands centres. On n'entend que deux maires de deux grands centres. C'est eux qui parlent au nom du Québec. C'est M. Coderre et M. Labaume. Et on entend, puis bon, quelquefois M. Tremblay, mais pour d'autres raisons. Donc, ce n'est pas celle sur le développement économique. Malheureusement, il y a d'autres préoccupations, tant mieux, mais quand même. Alors, il y a deux maires qui parlent pour deux régions du Québec qui sont les régions les plus, disons, les moteurs par le poids démographique. Et le reste du Québec est silencieux. Bien, c'est tout à fait normal que Montréal ou Québec n'entendent pas ce qui se passe dans les régions, ou que les régions disent, mais nous, on aimerait ça, pouvoir non seulement exploiter la forêt, nos ressources naturelles, les transformer ou surtransformer dans les régions, avoir les infrastructures, donc les investissements publics pour le faire, mais personne ne parle, il n'y a pas de relais. C'est ça le drame actuellement depuis une dizaine d'années des régions québécoises. Il n'y a plus de relais ni à Québec, encore moins à Ottawa, sous le règne du précédent gouvernement, parce que les leaders régionaux ont démantelé les structures de concertation régionale et on a perdu ce pouvoir-là. Oui. Faire du patronage, ça, les régions vont toujours être fortes. Il va toujours avoir des gens qui vont vouloir s'emparer de cette cagnotte-là, comme à l'époque des années 60, avant des années 60, mais ce n'est pas ça le modèle qu'on vise. Et la question d'une économie verte, c'est possible au Québec. On a tout ce qu'il faut comme atout. On a des ressources naturelles incroyables, on a une main-d'œuvre, je le disais, on a une société apaisée. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, aux États-Unis ou en Asie, le Québec peut très bien tirer son épingle du jeu. Mais le problème, c'est évidemment que ces régions-là soient capables de parler et d'une voix forte et unique et faire en sorte que les maires Coderre et Labaume ne soient pas les porte-parole du Québec vis-à-vis du gouvernement du Québec. C'est ce qui est le cas actuellement et c'est très inquiétant. Mais est-ce que du côté des centrales syndicales, il n'y a pas un mea culpa à faire de ce côté-là? Est-ce que les centrales syndicales ont encore la capacité de mobiliser les populations, les travailleurs sur des enjeux? On regarde ce qui se passe en France. Il y a une réforme du Code civil. Les gens sont dans la rue. Bon, vous me direz qu'en France... c'est la France. Ils sont dans... c'est ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une défection du côté des centrales syndicales versus les débats sur les enjeux de société? Bien, écoutez, on a fait les centrales syndicales, notamment la CSN, dès l'élection du gouvernement Couillard, on a fait la lutte à l'austérité. C'est devenu même un thème de bye-bye. Donc, on a réussi cette bataille-là de faire comprendre qu'il y avait des enjeux idéologiques liés aux coupures que le gouvernement imposait, puis on mesurait déjà les conséquences que là, à l'automne dernier, la population québécoise a vu réellement s'appliquer. Ça, je dirais que sur cette bataille-là, sur le front social, on est tout à fait présent. Bravo. Sur la partie économique, je reconnais qu'il faut travailler encore plus fort. Et là, il faut rebâtir nos alliances avec les maires, avec les préfets, avec les décideurs économiques de la région, avec l'ensemble des autorités. Et ça, il faut reconstruire. Et dans nos congrès actuellement, partout, nos militants dans les régions disent qu'il faut rebâtir. Puis prenons l'initiative. Alors, il y a des régions qui ont voté actuellement, ils travaillent actuellement à reconstruire sur leur propre base un forum socio-économique régional.
Alors, moi, je vous dis, c'est le défi qu'on a de reprendre cette initiative-là du développement socio-économique de la région et la CSN est prête à le faire. Elle le fait, on veut reconstruire ces structures régionales-là ou ces moyens-là parce que l'État québécois, en supportant un certain nombre de coûts, permettait à la région de ne pas avoir à le faire. Donc, quand on avait des économistes, on avait dans la région de la Côte-Nord un archéologue. Vous allez me dire, un archéologue, ça coûte cher, oui, mais ça permettait de développer des infrastructures touristiques pour quand les touristes viennent, ils vont voir un site archéologique. Bien, c'était un bon investissement, un archéologue, mais on a mis fin à ça. Donc, tout ça fait en sorte que c'est l'État qui accompagnait. Pas très cher, d'ailleurs, mais ça donnait des résultats extraordinaires aux régions. Alors, il faut reprendre cette initiative-là et ce leadership-là, et on est prêt à le faire. Ça, je vous dis, je le vois là à travers le Québec, le défi, et on est prêt à le relever avec notre nouvelle génération de militantes et de militants qui émergent. Ils souhaitent effectivement que le Québec devienne beaucoup plus agressif en termes de développement économique régional. Merci. Prochaine question, M. Bertrand Tremblay. On assiste à une confusion énorme. Il y a une incompréhension là, chez les leaders, puis dans c'est-à-dire dans la majorité de la population québécoise. On regarde les régions, puis on y voit encore tout simplement la grande industrie. La grande industrie qui a ses problèmes avec la Chine à l'heure actuelle, du moins celle de l'aluminium. Les grandes industries du papier, des pâtes et papiers sont disparues des régions. Mais il y a eu un ferment de PME, puis on ne veut pas croire à cela. On n'a pas cette perception-là. On vit à l'heure actuelle dans, je sais pas, dans l'ensemble du Québec, puis chez les grands médias, on vit dans l'ignorance complète de ce qui se passe dans les régions. Parce que c'est les PME qui vont sauver les régions. Mais à l'heure actuelle, on les méprise, à mon sens. Il y a eu une montée de PME depuis une vingtaine d'années. Le seul mouvement qu'on a fait, finalement, c'est de déménager les structures à Montréal pour dire on va faire, en ce qui concerne l'aluminium, par exemple, la grappe de l'aluminium, comme si ça serait mieux, ça va mieux se développer, les régions vont mieux se développer si leurs structures sont déménagées à Montréal. Alors, comment est-ce que vous analysez ça? On avait véritablement, on a une quarantaine, par exemple, seulement dans l'aluminium, une quarantaine d'entreprises qui, vous connaissez, on vient souvent à certains exemples, comme par exemple De Vinci, Béton Préfabriqué du Lac, qui fabrique des édifices un peu partout aux États-Unis, c'est très tranquille, c'est pas tellement connu à Montréal. On en a une quarantaine d'entreprises, mais on n'a pas confiance à ça. Même nos conseils municipaux parlent toujours encore de la grande industrie, mais jamais des PME. Les PME, on cache ça, on dit, évidemment, comment est-ce que vous analysez ça? Bien, c'est vrai qu'au Québec, plus de 80 des entreprises embauchent moins de 20 personnes. On l'oublie tout le temps parce qu'on est obsédé par ces méga-entreprises qui étaient le fleuron de l'économie québécoise avant, il y a 20 ans. Les Alcan, je vous le disais, la BTB-Press, la Domtar, toutes ces compagnies-là, c'était là que ça se passait. C'était le modèle, les bons salaires, la carrière. Hein, vous rentriez à 16 ans, vous sortiez de la polyvalence, on rentrait à l'Alcan, bien, les parents étaient fiers en disant « Notre jeune, il est en sécurité. Il va s'acheter une maison, il va s'acheter une automobile, il va se marier, il va faire des enfants, il va aller à l'école dans la région. » C'était ça le modèle. Et les PME, bien, c'était les poquets qui allaient là, ou les sous-traitants, puis il n'y avait pas de conditions de travail. Donc, au Québec, ça s'est ancré dans notre mémoire collective qu'une PME, il n'y a pas d'avenir là. C'est horrible, parce que c'est là que l'emploi se fait au Québec et c'est là qu'il va se faire encore plus et c'est là que l'innovation se fait. Parce que ces grandes entreprises multinationales-là sont de plus en plus vulnérables à des prises de contrôle étrangers. On voit le débat Bayer-Monsanto, 60 milliards. C'est dans les ligues majeures. On voit Rio Tinto Alcan, ce qui s'est passé il y a quelques années. Les grandes entreprises sont plus capables de faire ce qu'on faisait autrefois dans les régions, mais on est encore sur ce mythe-là que tout passe par là. Et nos élus, nos dirigeants pensent encore que c'est la grande entreprise qui va solutionner le problème. Et à mon avis, c'est une erreur. Au contraire, c'est dans les petites entreprises qu'on va pouvoir, dans les moins de 20, moins de 30 employés, développer les régions. D'abord, on va retenir la main-d'œuvre qui a été éduquée dans les écoles ici dans la région, dans les cégeps ou à l'université. On va la retenir dans la région. Mais évidemment, il faut qu'il y ait des avions qui atterrissent à Bagotville de temps en temps, ou à Alma ou à Robertval, pour permettre, s'il nous manque un soudeur ce matin-là, parce qu'on a un problème très pointu, bien, il n'arrivera pas demain après-midi. Le contrat, il faut que ça soit livré aux États-Unis après-demain. C'est bête, hein? Mais c'est comme ça la vraie vie. Et alors, on part des infrastructures qui sont déficientes et on est obsédé que la grande entreprise. On est prêt à faire tout pour la grande entreprise parce que pour nous, ça représente le fleuron. Puis on ne regarde même pas dans notre petit parc industriel qu'on a 4-5 qui sont hyper performantes. C'est là que ça se passe, la richesse. Ça, on a à travailler au Québec là-dessus. Mais comment faire comprendre ça à nos politiciens, à nos leaders, qui n'en parlent pas? C'est toujours
Ils n'ont... Je pense que le mirage d'un investissement de 300 millions à telle en grande entreprise frappe plus l'imaginaire que de dire que l'entreprise X, Y ou Z vient de créer 8 emplois en forage minier et que Niobec va en profiter dans quelques années parce qu'en créant ça, ça va devenir un sous-traitant de Niobec. Il va y avoir 8 ouvriers spécialisés en forage minier. C'est pas très jazzé, hein? Vous conviendrez avec moi que 300 millions investis, par exemple, à un produit sur les boues ou à surtransformer. Il y a le poids de la valeur marketing politique. Et ça, nos dirigeantes et nos dirigeants politiques, bien, ils considèrent que c'est encore plus intéressant 300 millions que 8 postes de forage, puis que ça va prendre, mettons, une subvention de la Commission des partenaires du marché du travail de 300 000 $ sur 3 ans. J'apprenais hier avec un entretien que j'avais avec un spécialiste. Apprenait hier que bon, on s'en doutait évidemment que c'était l'agroalimentaire qui était le premier... à l'heure actuelle, premier employeur de la région. 15 300 emplois, puis ça augmente tout le temps. Ouais. Puis personne n'ignore ça. On dit l'industrie laitière, bien, ça baisse, on perd des fermes, tout ça. Mais il y a quand même 15 300 emplois. À l'heure actuelle, ça se développe avec de nouvelles technologies. Tout à fait. Mais personne n'ose demander au gouvernement d'investir dans la recherche, par exemple, de ces possibilités d'avenir. Comment expliquer ça? Bien, le bel exemple de l'agroalimentaire, c'est s'il y a bien quelque chose qui est imprégné dans les régions, c'est pas sur le Mont-Royal qu'on va cultiver, hein, bien sûr. Alors, c'est dans les régions productrices, notamment ici, les régions fertiles, où on a tout ce qu'il faut comme infrastructure pour développer l'emploi dans l'agroalimentaire, dans le bioalimentaire. C'est des très petites entreprises, hein, évidemment, parce que c'est des créneaux. On n'aura pas de ces grandes entreprises. L'exemple de Lactel, ça a été une catastrophe. Ça, là, je pense qu'il faut mettre une croix là-dessus. On ne peut pas miser là-dessus. Il n'est pas là, le développement, au contraire. Mais au Québec, c'est l'industrie bioalimentaire. La première emploi manufacturier au Québec, il est là. Mais qu'est-ce qu'on a dans l'imaginaire collectif? Vous allez dire, c'est l'Alcan, c'est les pâtes et papiers, c'est les mines. Bien, les gens oublient tous que c'est les Olimel de ce monde, c'est les boulangeries de ce monde qui font vivre, les Nutrinor qui font vivre l'économie québécoise. C'est là que le premier emploi manufacturier en importance est au Québec. Et pourtant, bien, dans le radar, c'est pas très jazzé, comme je le disais un peu plus tôt. Donc, il faut retravailler sur ces questions-là, notamment avec les partenaires du marché du travail qui peuvent investir dans les entreprises qui sont à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée, qui a besoin d'être formée, qui a besoin juste d'un petit coup de pouce pour pouvoir. Et, bien évidemment, en redéveloppant ces structures régionales de concertation, c'est là qu'on va faire la promotion de ces petites entreprises-là qui sont l'avenir du Québec. Merci. Prochaine question, M. Luigi Napoli. M. Lortie, quelles sont les relations entre votre syndicat et l'autre syndicat, le FTQ? Est-ce qu'il y a des stratégies ou encore des stratégies d'action, justement, de façon à pouvoir résoudre les problèmes économiques du Québec? Est-ce qu'existe vraiment votre syndicat qui est pour les cols blancs et l'autre syndicat, le FTQ, pour les cols bleus? Ce sont des choses... Je me pose justement des questions. J'en suis au niveau de la philosophie des vôtres. Bon, maintenant, justement, quelle est cette relation d'action, des stratégies qui devraient exister, j'imagine, pour résoudre les gros problèmes ici au Québec? Les chômages, etc., etc. Je vous dirais que dans les grands enjeux socio-économiques, les grandes centrales québécoises parlent d'une même voix. Lorsqu'on demande la question de l'emploi, lorsqu'on veut investir dans la formation de la main-d'œuvre actuelle ou future, je vous dirais que c'est une symphonie qui est assez bien déclinée. Il n'y a aucune difficulté. Dans les marges, il peut y avoir des tensions, c'est normal, hein, des organisations qui n'ont pas les mêmes racines ou la même culture organisationnelle, il peut arriver quelquefois des tensions, mais je vous dirais que dans les grands forums où nous nous retrouvons, les grandes centrales syndicales, on parle tous d'une même voix, et de plus en plus, depuis plusieurs années, on constate l'état de l'économie québécoise et on appelle de tous nos voeux à cette reprise de l'initiative par l'État québécois ou l'État fédéral canadien. Et on se rejoint sur l'emploi, on se rejoint sur le secteur manufacturier, on se rejoint sur l'accès à la syndicalisation, on se rejoint sur beaucoup de forums qui font en sorte qu'on est capable de parler de même voix. J'en donne pour exemple, le gouvernement avait mis sur pied un projet de loi numéro 70 sur la commission des partenaires, reformuler les pouvoirs, le mandat de la commission, et toutes les centrales syndicales ont d'une même voix dénoncé ça. Alors ça, on est capable de prendre beaucoup d'initiatives et on le
fait de plus en plus, que ce soit au Conseil consultatif du travail de la main-d'œuvre, à la nouvelle Commission nationale sur les normes, l'emploi, l'équité salariale et la santé et sécurité au travail, la Commission des partenaires du marché du travail, dans les régions, hein, dans les conseils régionaux des partenaires du marché du travail. C'est assez harmonieux, nos relations. Maintenant, sur l'ensemble des outils ou l'ensemble des stratégies, on peut diverger, mais sur le sens commun, je pense qu'on travaille bien ensemble, les centrales québécoises. Et ça, c'est un atout de plus que ce qu'on a déjà pu connaître au Québec il y a quelques décennies. Merci. Prochaine question, M. Normand Boivin, du quotidien Progrès Dimanche. Oui, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des chocs de génération, des façons de voir qui sont différentes. On a parlé aussi on a abordé aussi la question des retraites. Bon, de l'âge de la retraite et puis des retraités qui reviennent au travail. Là-dessus, j'aurais deux questions. D'abord, est-ce que le mouvement syndical actuellement est encore confronté à une espèce de fissure entre les jeunes générations et les plus vieux, bon, qui arrivent dans les syndicats, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Les jeunes veulent la qualité de vie, mais la qualité de vie, en principe, quand tu commences dans une organisation, c'est pas pour tout de suite. Les personnes qui sont là, qui sont plus vieux, eux autres, ils ont, comme on dit, ils ont attendu leur tour, là, c'est rendu leur tour, puis les jeunes disent, bon, ben tasse-toi, mon oncle. Ça, est-ce que ça se vit ou est-ce que c'est en train parce que c'est des questions qu'on a pu se poser, est-ce que c'est en train de s'atténuer, ce choc-là? Et deuxièmement, qu'en est-il de la réflexion qu'on a faite, par exemple, sur la retraite progressive pour faciliter justement la transition avec la main-d'œuvre qui devient de plus en plus rare, d'aider les personnes, les travailleurs qui arrivent à 60 ans, plutôt que de se dire, bon, ben je vais travailler jusqu'à 65, puis à 65, je vais aller me bercer, de dire, bon, bien, à partir de 60, je vais commencer à diminuer, puis peut-être continuer jusqu'à 67. Qu'est-ce qu'il en est? Où en est-on là-dedans? Bien, je dirais qu'il y aura toujours des tensions intergénérationnelles dans les milieux de travail. Il y a des années que ça a été pire que d'autres, quand notamment au début des années 80, les clauses de double échelle de salaire, double échelle de conditions, ça a marqué les esprits, disons ça. La loi a fait en sorte que c'est devenu illégal pour certains enjeux, notamment le salaire, mais pour les régimes de retraite, on est souvent dans des systèmes à deux vitesses dans les entreprises. Les salariés plus anciens ont droit à un régime de retraite, donc un régime payé par l'employeur avec une contribution des salariés qui fait qu'on a une rente assurée à 60-65 ans qui nous permet d'avoir une retraite décente. Et les jeunes salariés ont droit à des REER. Et là, c'est tout à fait... Alors ça, c'est calamiteux. Et ça, lors des consultations pour la réforme des régimes de retraite au Québec, on l'a bien dit au gouvernement, il ne faut pas que ça se poursuive parce que les jeunes qui rentrent dans les milieux de travail n'ont aucune sécurité financière à la retraite. Rien n'est mis en place. Et notamment, les entreprises québécoises, et c'est un phénomène mondial, se sont désengagées des questions de retraite. Elles donnent de l'argent, elles disent « débrouillez-vous, moi, je ne veux pas assumer les risques liés au régime de retraite ». Même si on a travaillé fort pour atténuer ces risques-là, il y a un enjeu de double vitesse et ça, il va falloir le résoudre, ce problème-là, parce que les jeunes salariés, ils considèrent que eux, ils n'auront pas droit à une retraite décente. Ils vont donc travailler plus tard que leurs prédécesseurs. Dans la question sur la retraite progressive, on a du travail à faire au Québec. On ne fait pas beaucoup. D'abord, les entreprises, souvent les PME, je disais tantôt que c'est beaucoup de PME au Québec, ils n'ont pas les moyens souvent d'embaucher quelqu'un, mettons, en accompagnement d'un plus ancien parce que c'est un poids. Alors, qui va le faire? Bien, je n'ai pas la réponse, mais nous, on essaie beaucoup à la Commission des partenaires, notamment, ou à la CSN, de trouver des façons, comment on pourrait négocier une retraite progressive. Travailler 4 jours, 3 jours par semaine, avoir les mêmes conditions de vie, de travail, pour faire en sorte qu'un jeune puisse prendre la relève. Mais c'est de l'investissement à la formation de la main-d'œuvre. Et ça, au Québec, le signal que le gouvernement québécois a envoyé depuis 10 ans, c'est les entreprises québécoises n'ont pas à investir. Autrefois, toutes les entreprises qui avaient une masse salariale de 250 000 $ devaient investir dans un fonds de formation. Maintenant, c'est plus de 2 millions de dollars. Alors, on a littéralement, il ne reste que 6 000 entreprises québécoises couvertes par cette loi-là. Donc, le signal qu'on a envoyé, c'est que vous n'avez pas d'efforts à faire. Et ça passe beaucoup par la formation de la main-d'œuvre, par les programmes de transition de retraite progressive. C'est un investissement de l'entreprise pour assurer le transfert des connaissances. On est à des années-lumière dans les entreprises québécoises de ça. On va le vivre dans les prochaines années. Quand les gens continuent à partir massivement, on perd l'expertise. Ça, c'est un danger. Je vous dirais que les tensions intergénérationnelles, je vous disais, on en avait vécu beaucoup. On en vit encore actuellement parce que les valeurs au travail ne sont plus les mêmes. Souvent, les jeunes travailleuses et travailleurs vont dire, bien moi, je ne ferai pas de temps supplémentaire. Je ne travaillerai pas la nuit, les fins de semaine, le soir.
j'ai des jeunes enfants, les services de garde éducatifs ou à l'enfance sont fermés, j'ai des contraintes. Moi, je viens de l'industrie hôtelière et on a dû, dès 2008, trouver des mesures pour ne pas avoir une révolution dans nos milieux de travail. Les jeunes pères, jeunes mères disaient, dans l'hôtellerie, je ne peux pas travailler le soir et la fin de semaine. Je ne peux pas travailler en juillet parce que mes jeunes n'ont pas d'école, donc qui va en prendre soin? Bien, ça nous a posé ce défi-là, puis il a fallu trouver des solutions. Ça tiraillait dans les assemblées générales, mais comme syndicat, il fallait le faire, sinon on était en implosion entre nous. Alors, pour éviter ça. Alors, ça nous amène à des panoplies de mesures sur l'octroi des vacances, moins de vacances l'été pour tout le monde, ce qui fait que quelqu'un qui a 6 semaines de vacances ne peut pas les prendre tout l'été. Tout le monde peut avoir accès à 2 semaines de vacances l'été. C'est bête, mais c'est des petites mesures qui font en sorte que ça l'attire, que ça retient de la main-d'œuvre. Parce que c'est toujours le défi. Je te recrute, mais je veux surtout te garder. Quelles seraient mes conditions pour te garder chez moi comme soudeur, électromécanicien, ouvrier de spécialisé dans l'agroalimentaire? Bien, ça va être ces mesures-là qui vont dire, bien, moi, je reste ici quelques années de plus. Bien, pour l'entreprise, bien, c'est un investissement. Donc, retraite progressive, problème. Pas beaucoup de mesures qui sont prises pour les entreprises fassent un effort en termes d'investissement à la formation pour le faire. Et ça va être le défi des 5 prochaines années. Merci. Prochaine question, M. Bertrand Tremblay. M. Lortie, je suis intrigué par votre formation. Bravo. Vous avez obtenu une maîtrise en histoire. Et après ça, à McGill, c'est des ressources humaines, ça, je comprends très bien. Mais l'histoire, qu'est-ce que vient faire l'histoire, finalement, dans votre intérêt à devenir un chef syndicaliste ou qui s'intéresse à l'économie? Bien, je n'ai pas terminé ma maîtrise parce que je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir une maîtrise. Je n'ai pas terminé ma maîtrise. Il me manque un chapitre à écrire, mais j'ai été élu à une fonction syndicale à la CSN, ce qui fait que, par paresse, j'avais 20 quelques années, j'y pensais pas que ça aurait pu avoir une importance. J'aurais pu la compléter en quelques mois. Bon, bien, quand vous avez 23 ans, la vie devant vous. Hein? Alors, donc, je n'ai pas ma maîtrise, mais je n'étais pas très loin et je la faisais sur le syndicalisme québécois. Et j'ai étudié en ressources humaines à McGill, d'abord pour mieux maîtriser la langue anglaise et la culture anglophone, puisqu'on a beaucoup de membres à la CSN qui sont d'origine anglaise. On a à peu près 30 000 membres, c'est 10 de la CSN, qui est anglophone, souvent unilingue. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs. Donc, beaucoup d'agents correctionnels fédéraux à travers le Canada. On a des bureaux maintenant à travers le Canada et j'en suis responsable. Alors, j'ai étudié pour mes fonctions de secrétaire général. L'histoire, pour se rappeler d'où on vient, pour où on s'en va, et d'avoir un regard critique décollé de la vitrine. Ça, c'est la science qui le permet le mieux, c'est l'histoire. D'abord, vous êtes capable de mesurer les grands mouvements du temps, le temps long, comme je vous parlais tantôt d'une politique manufacturière, l'installation des grandes entreprises d'extraction dans les régions, et comment on se projette sur l'avenir. Bien, moi, je pense que la clé, souvent, des problèmes provient de l'histoire. D'ailleurs, pour votre information, le président de la CSN a étudié en histoire, le secrétaire général a étudié en histoire, et l'ancienne vice-présidente de la CSN qui m'a précédé a étudié également en histoire. Donc, c'est une clé qui nous permet d'avoir un regard large sur l'ensemble des enjeux de temps et de se projeter, de se sortir de ce plafond de verre dans lequel on est toujours confronté parce que le quotidien nous appelle. Bien, je trouve que l'histoire nous donne un recul. Alors, mon parcours est assez pas habituel. Et ma génération n'avait pas d'emploi quand on sortait des universités. Au début des années 80, il faut se rappeler que c'était une récession économique majeure. Et les diplômés comme moi, les horizons étaient tout bouchés. Et j'ai commencé à travailler dans un hôtel. Et on gagnait bien, on commençait à gagner sa vie dans les hôtels, ce qui n'était pas le cas avant. Et soudainement, la chose syndicale m'a attiré. Et je suis devenu dirigeant à 22 ans, le plus jeune dirigeant de la CSN à 22 ans. C'est un pari que les gens faisaient sur moi et je le suis encore et aussi passionné 30 ans plus tard. Merci. Prochaine question, M. Normand Boivin. Vous avez abordé justement la question des agents correctionnels. Tout à l'heure, on a parlé des gouvernements supérieurs. On vient de terminer une longue période avec le gouvernement Harper. Là, le gouvernement Trudeau vient d'arriver. On a senti comme une bouffée d'air frais. Actuellement, le Canada, comme il est actuellement, là, avec quel héritage actuellement il se retrouve des 10 années Harper? Et qu'est-ce que ça va prendre, dans le fond, comme temps pour peut-être changer ça ou revenir un petit peu? On a pensé à tout ce qu'ils ont fait concernant l'assurance-emploi, toutes les missions, ce qu'ils ont fait avec Statistique Canada, qui a créé un trou énorme. C'est quoi l'analyse que vous en faites de ça? Bien, les 10 ans du règne conservateur, c'est 10 ans de glaciation au Canada.
Les conservateurs n'ont pas pris la mesure que la société canadienne n'était pas celle qu'ils souhaitaient. Ça n'existe plus, cette société conservatrice, si on veut, dans les valeurs et dans la pratique et dans le souhait que les gens avaient. Le 19 octobre dernier, les Canadiens en ont pris acte de cette glaciation-là. Ils ont fait d'autres choix. Et on va critiquer ces autres choix dans les prochaines années. C'est normal, c'est la responsabilité des organisations syndicales. Mais certainement, ce qui est une révolution culturelle au Canada, c'est de prendre acte que cette glaciation-là devait terminer. Il y a encore un tiers d'électeurs canadiens et canadiennes qui votent conservateurs. Il ne faut pas le négliger. Mais les 2 tiers des Canadiens, tous partis confondus, ont dit non. Ce n'est pas le visage qu'on voit du Canada. Et d'ailleurs, l'enthousiasme des 100 premiers jours de ce gouvernement-là, qui se maintient d'ailleurs, malgré les coups de coude un peu partout et les difficultés quotidiennes, ça se mesure encore, cette popularité-là, parce que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, qui est un peu un choc culturel pour beaucoup de gens, bien sûr, les médias sociaux aidant, les selfies. L'analyse qu'on fait, c'est que ce gouvernement-là va avoir besoin d'au moins plusieurs années pour démanteler cette glaciation-là, de faire fondre la glace, restaurer un certain nombre de programmes, restaurer l'image du Canada à l'extérieur, notamment la question de l'emploi à l'interne, dans les régions, l'assurance-emploi, reprendre un rôle d'accompagnateur d'investissement en santé, en éducation avec les provinces canadiennes, donc respecter les juridictions. Véritablement, ce qu'on va assister dans les prochaines années, c'est un retour du balancier, à ce que les Canadiens appellent le « middle of the road », le milieu du chemin, où on retrouve un gouvernement qui n'est pas trop agressant dans les valeurs sociétales, ce qui était le cas pendant les 10 dernières années, qui choquait les Canadiens profondément, d'un océan à l'autre d'ailleurs, et ici au Québec. Et même si ils sont au pouvoir depuis le 19 octobre, on regardait les derniers sondages, le gouvernement de Trudeau est encore très populaire au Canada et au Québec notamment. Ce qui est nouveau, hein, c'est Trudeau, c'est un nom pour les têtes blanches, ça a une autre signification que ce que les jeunes générations, ça l'appelle à une modernisation de la chose politique et surtout rebâtir les ponts. Nous, on rencontre régulièrement ce gouvernement-là, ce qui était nouveau parce que pendant 10 ans, on n'avait aucune rencontre possible avec le gouvernement conservateur. On travaille sur différents dossiers, que ce soit la DEVI, que ce soit l'assurance-emploi, et il y a de l'écoute sur Radio-Canada, hein, sur l'avenir de Radio-Canada. Il y a de l'écoute, c'est déjà pas mal, et il y a une volonté de changer les choses. Bon, on verra dans 4 ans ce que ça a donné, mais certainement, on prend acte au Canada que la société canadienne a beaucoup évolué en 10 ans et que cette glaciation-là, on n'en voulait plus. Ce qu'on regarde par contre aux États-Unis, c'est l'immense péril de l'élection de Donald Trump, c'est l'appel à tout ce qui est le plus dangereux d'une société, le populisme, la démagogie, la haine de l'autre. Je souhaite que les Américains n'embarquent pas dans ce projet-là parce que ça aura un impact sur le voisin qui est le Canada. M. Lortie, moi, j'aimerais revenir sur une question dont il a été question tantôt concernant la mise sur pied de forums régionaux. Bon, on sait que les conférences régionales des élus ont disparu. Bon, vous avez mentionné que la CSN est ouverte à reconstituer des forums régionaux, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises pour concrétiser votre volonté de... Dans les régions du Québec, oui, nos présidences de conseils centraux réfléchissent à comment reprendre l'initiative. Donc, rebâtir les ponts, reconstruire ça. Et elles se dotent actuellement de mandats pour le faire. Parce qu'évidemment, ça prend un mandat des syndicats locaux qui les donnent actuellement dans les différentes régions pour faire en sorte qu'à partir des prochaines semaines, on puisse reprendre des initiatives. Pas pour avoir le show de boucan, c'est certainement pour au moins être accompagnateur, facilitateur, aider avec nos ressources, parce que quand même la CSN a des ressources dans les régions du Québec, pour faire en sorte qu'on puisse reconstruire une façon ou d'une autre un forum régional des acteurs socio-économiques. Ça, c'est notre souhait, puis que ça se fasse rapidement, parce que si le gouvernement du Québec prend des initiatives sur l'emploi, sur le manufacturier, sur les innovations, on a vu la politique sur les technologies, si ce gouvernement-là, il faut que les régions du Québec parlent fort. Et elle parle d'une voix unie et encore plus fort que ce qu'on vit depuis quelques années. Dites-moi, on parlait tantôt que la CSN allait avoir 100 ans en 2021. Vous savez que l'ancêtre de la CSN est né dans la région. Absolument. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il est trop tôt peut-être, mais est-ce qu'il y a des événements qui se préparent ici pour la région? Et est-ce que la CSN est en santé? Bon, la CSN est en santé dans le sens qu'elle a 325 000 membres. C'est un sommet historique. Elle a des membres d'un océan à l'autre maintenant. On est de la côte du Pacifique à la côte atlantique. Alors, on demeure une organisation d'attraction. Le défi qu'on a, c'est d'être capable de relever le défi des nouvelles générations, de demeurer autant pertinente que l'était dans les 100 dernières années. On va fêter notre centenaire, je le disais, en 2021. Ça s'est fait à Gatineau, à Hull, en 1921. On a un comité qui s'appelle l'Initiative du centenaire. On prend d'ailleurs beaucoup d'initiatives actuellement. Elles vont se prendre beaucoup plus en 2017, le prochain mandat, et 2020, parce qu'on va lancer les célébrations en 2020. Et
la chance inouïe qu'on a dans un environnement antisyndical en Amérique du Nord, c'est que le taux de syndicalisation au Québec est encore à 40 %, ce qui fait en sorte qu'on demeure une force socio-économique importante pour avoir de l'influence sur les décideurs. Parfait. Est-ce que quelqu'un a une question supplémentaire, une dernière question? Une dernière question, mais c'est plutôt une appréciation. J'ai vu ce matin un nouveau visage de la CSN, un visage de développement, je pense qu'on a reçu... c'est dommage qu'il y ait si peu de confrères qui aient pu bénéficier d'un tel cours en un que nous avait donné sur le développement et sur la nouvelle économie moderne là, qu'on doit développer en dehors de la grande industrie. De ne pas toujours attendre que la manne tombe du ciel, mais il faut semer nous-mêmes. C'est bien apprécié, votre commentaire. Alors, sur cette conclusion, on va terminer ce cercle de presse. M. Lortie, merci d'être venu ici ce matin. Un plaisir, on vous M. souhaite un bon congrès. Merci. À Robert Ball. À Robert Ball.